Bonjour, nous recevons Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux. Comment allez-vous, monsieur Urvoas? Comme vous, monsieur Coudurier, je suis confiné chez moi et je travaille, mais ça ne me change pas de ma période normale. Ouais, alors les cours sont terminés, mais il y a quand même des examens à organiser. Vous qui êtes redevenu maître de conférence. Les cours d'amphithéâtre sont terminés depuis déjà 15 jours. Les travaux dirigés continuent à se dérouler. Les vacances ont lieu vendredi. Puis surtout, c'est vrai, on est confronté là, à l'organisation des examens. En première année, par exemple, de droit, on a un examen organisé pour 600 étudiants. Ça sera le 27 avril probablement. Droit constitutionnel. Naturellement, ça ne se passera pas à la fac. Donc, il faut organiser ça tout en respectant l'anonymat des étudiants et la possibilité de récupérer leurs copies. Est-ce que vous trouvez que les Français sont résilients? On l'a dit au moment de la période des attentats. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes. On a cru que l'État vacillait. Ce qu'on leur impose aujourd'hui est tout à fait incroyable. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Ah, ça n'est jamais arrivé. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais, par une décision législative et même administrative auparavant, privé de leur liberté individuelle 60 millions de personnes. Et même entre 40 et 45, ils pouvaient circuler. Et même pendant les guerres, effectivement, on ne les privait pas de la liberté d'aller et de venir, ce qui, pour le Conseil constitutionnel, est le cœur de la liberté individuelle, le fait d'aller et de venir. Et bien là, de manière spontanée, 60 millions de Français acceptent l'idée de rester chez eux. Moi, je les trouve effectivement extraordinairement respectueux. Et vous avez peur que ça perdure J'ai un peu d'inquiétude là-dessus parce que c'est quand même une atteinte fondamentale aux libertés. Le fait qu'on ne puisse pas sortir de chez nous, même si l'atteinte elle est proportionnée, même si elle est justifiée au regard de la menace, il y a quand même un risque, et c'est malheureusement un petit peu la tradition maintenant des états d'urgence, c'est que les mesures exceptionnelles, une fois que l'exception est terminée, elles restent dans le droit commun. Donc on prend de mauvaises habitudes, l'État prend de mauvaises habitudes. Vous dites par exemple qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne sont plus convoqués dans le cadre des procédures normales. Alors, dans la loi sur l'état d'urgence sanitaire qui a été votée en 4 jours, d'ailleurs, ce qui là aussi été du quasiment jamais vu, il y a beaucoup d'ordonnances qui ont été prévues. Les ordonnances, ce sont des mesures que le gouvernement peut prendre sans demander l'accord du Parlement. Il y a 25 ordonnances qui ont été prises le 25 mars. Et dans certaines d'entre elles, il y a effectivement des mesures qui concernent le fonctionnement de l'autorité judiciaire, des tribunaux. Et dans quelques cas, dans plusieurs cas, je vois effectivement un certain nombre d'avocats qui protestent parce que bien qu'ils se soient déplacés pour aller dans les palais de justice, eh bien les greffiers les informent que les magistrats ont prolongé une détention ici ou décidé un maintien ailleurs sans que l'avocat n'ait pu être entendu. Ça, ce sont des mauvaises habitudes. Par contre, on relâche de plus en plus de détenus. On relâche des détenus qui étaient en fin de peine, c'est-à-dire qui ont purgé l'essentiel de leur peine parce qu'ils étaient libérables à 2 mois ou à 1 mois. Et on considère qu'effectivement, au regard du risque qui est celui de la détention, puisque ce sont des univers qui par définition sont confinés, le risque de propagation du virus dans ces endroits-là était générateur de troubles à l'ordre public. Et donc oui, la garde des Sceaux, et je crois qu'elle a eu raison, a pris des mesures visant à faire des libérations anticipées. On va revenir sur les libertés publiques à propos du tracking, mais avant ça, votre regard sur la gestion de la crise sanitaire. L'Académie des sciences a dit que le masque devrait être obligatoire. Or, le porte-parole du gouvernement s'était emmêlé les pinceaux pour expliquer que c'était inutile, que d'ailleurs elle-même ne savait pas le mettre. Comment vous jugez cette communication qui d'ailleurs se fait à 2 vitesses maintenant entre le président qui est un peu sur des hauteurs dramaturgiques et le Premier ministre qui est dans le concret? Moi, je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui dans la période. Je crois que c'est extraordinairement difficile parce qu'on est face à des données qui sont évolutives et qu'il est compliqué de se faire une doctrine. Maintenant, vis-à-vis des Français, il y a un devoir de cohérence. Moi, je suis très surpris, y compris par les mesures que l'on nous impose en termes d'arbitraire. Qu'est-ce que c'est qu'un arbitraire? En fait, un arbitraire, c'est le fait que l'autorité qui est face à vous vous dit, en fonction de la façon dont je pense, vous n'agissez pas bien. Quand vous regardez le document que vous publiez d'ailleurs dans le Télégramme tous les jours et qui nous autorise à sortir faire nos courses ou nous dégourdir les jambes pendant moins d'1 heure à quelques endroits, enfin quelques mètres de nos domiciles, il y a des expressions qui, devant les juges, ne tiendront jamais. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une donnée de première nécessité, par exemple? En fonction des familles, en fonction de la situation de telle ou telle, la donnée de première nécessité, elle est très différente. Un autre exemple qui m'a très frappé, parce que je pense que ça générera des contentieux demain, et qui montre justement que les Français peuvent avoir des difficultés à comprendre ce que veut le gouvernement. On nous dit qu'on peut faire des promenades avec ceux qui sont dans notre domicile. Donc un père peut aller se promener avec son fils. Mais on nous dit par contre qu'on ne peut pas faire du sport en famille. On peut faire du sport que de manière individuelle. Donc un fils peut sortir
Un père peut sortir avec son fils, mais il ne peut pas faire du footing avec son fils. C'est simplement le gendarme ou le policier qui va le décider. Je trouve que ce type de mesure est de nature à porter critique. Et quand on vous a un préfet qui interdit l'accès au littoral alors que les plages sont immenses, c'est difficile à comprendre pour celui qui est... Et vous trouvez que les gendarmes ou les policiers ont des attitudes aujourd'hui un peu condescendantes et voire agressives? Je ne dis pas ça, je me mets de la place de celui qui doit obéir à la loi et qui se dit que la loi n'est peut-être pas claire. Et donc, je ne fais pas grief au gouvernement de l'avoir fait. Je m'inquiète de ce que parfois il peut y avoir des sanctions alors que les gens sont de bonne foi. Alors, au-delà des pénuries diverses et variées, en tests, en masques, en médicaments, en appareils respiratoires pour lesquels le gouvernement essaie de mettre les bouchées doubles, il y a un problème de déconfinement. Les pays asiatiques le font beaucoup mieux que nous parce que ils ont généralisé les tests et qu'ils ont également mis en place un système de géolocalisation, car il faut dépister et isoler strictement si on veut éviter un confinement total qui débouche sur une déroute économique. Alors de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez que c'est applicable en France, la géolocalisation avec des systèmes donc d'identification extrêmement précis? Spécialiste de cette question. Il m'est arrivé, quand j'ai travaillé sur la loi sur les services de renseignement, de regarder cette matière. Cela est techniquement possible. La plus belle démonstration, c'est que vous avez publié des cartes qui sont basées sur des données géolocalisées. Simplement, les données n'étaient pas nominatives, c'était des données anonymes. Donc, vous avez mesuré des volumes. S'il s'agit de surveiller à distance les individus en connaissant parfaitement les personnalités, c'est de manière à porter atteinte aux libertés fondamentales en France. Et donc, il appartiendra là encore aux juges constitutionnels d'abord. Et d'ailleurs, il faut regretter sans doute, et même de manière certaine, que la loi qui pourrait permettre cela, qui a été votée par le Parlement, n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel. Et moi, je regrette que les parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, il ne s'agit pas ici de faire simplement de la politique partisane, il s'agit de défendre les droits et libertés fondamentales. Je regrette que le président de l'Assemblée nationale, par exemple, qui en avait la possibilité, n'a pas saisi le juge constitutionnel pour s'assurer que cette loi était possible. Donc si jamais le gouvernement, pour le moment, n'a pas écarté l'hypothèse, mais il n'a pas mis non plus qu'il l'a travaillé, cette histoire de géolocalisation. Non, mais néanmoins, on voit que des pays comme la Corée du Sud s'en sortent beaucoup mieux. Et à un moment donné, il y aura un arbitrage entre les impératifs sanitaires et les libertés individuelles. Encore qu'il y ait des systèmes maintenant d'anonymisation des données qui se mettent en place. Oui, mais il faut en être certain. Et je souhaiterais, moi, que le Parlement, aujourd'hui, a les moyens de se lancer sur ce sujet, parce que sinon, le gouvernement va agir et il nous donnera son expertise et elle ne sera pas contradictoire. Je crois que les parlementaires, je compte d'ailleurs plutôt sur le Sénat de ce point de vue, qui a une tradition... Attendez, la mission d'information parlementaire qui se réunit maintenant tous les mercredis, elle est utile à votre avis? Ou il faudra attendre la commission d'enquête pour qu'on ait vraiment une investigation précise sur ces questions? Elle est utile, mais elle n'est pas courageuse. Elle est utile parce qu'il faut que le Parlement travaille. Vous savez, je relisais un livre, parce que nous avons évidemment le temps de le lire en ce moment, sur Clémenceau. Pendant la guerre 14-18, pendant la bataille de Verdun, qui a été le cœur de la guerre 14-18, c'est-à-dire dans l'année 2015, me semble-t-il, Clémenceau, qui était président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, qui était sénateur du Var, il allait dans ce qu'on appelait la zone de l'avant, c'est-à-dire qu'il était là où les soldats se battaient. Il allait vérifier au nom du Parlement l'usage des munitions et les armes dont étaient dotés les militaires. L'Assemblée nationale, pendant la même période, a fait 42 rapports. Donc le Parlement a le droit de savoir ça, c'est au nom des Français qu'il le fait. Mais elle est donc utile. Elle n'est pas courageuse, parce que la majorité, à tous les postes, tous les rapporteurs sont membres de la majorité. Il y a 8 rapporteurs, ce sont 8 membres de La République En Marche. Ce sont les présidents de commission. Qui sont les présidents de commission. Or, le contrôle, c'est quand même normalement plus facile pour l'opposition. Parce qu'un député de la majorité, il est toujours gêné d'aller dire au gouvernement que le gouvernement n'agit pas bien. Un député de l'opposition aura plus de facilité à le faire. Et moi, je trouve que dans l'intérêt de tout le monde, y compris du Parlement,
il faut que les parlementaires se saisissent de cette Donc question. vous croyez que c'est le Sénat qui remplira ce rôle Écoutez, en tout cas, moi je constate que depuis 3 ans, quand il s'agit de défendre les droits du Parlement d'un côté, qui sont souvent garants des libertés individuelles, le Sénat est plus à la hauteur que l'Assemblée nationale, oui. Alors, il y a un problème de souveraineté. La politique industrielle qui a été menée ces dernières années, ou ces dernières décennies, a été sans doute en dessous de tout. Mais il y a aussi un problème de bonne gestion des finances publiques. On a un peu l'impression que demain, on va raser gratis. Or, l'État promet, mais sera-t-il capable de tenir ? Vous êtes socialiste, vous avez appris la bonne gestion, ce qu'on appelait la culture de gouvernement à l'époque. Il va falloir trouver aussi un équilibre entre les impératifs sanitaires et la remise en marche de la machine économique, parce qu'on ne pourra pas s'endetter jusqu'à des sommes qui nous feraient perdre justement notre souveraineté par rapport aux fonds qui possèdent l'économie française. Évidemment, cette question, elle est permanente, que ce soit en situation d'exception ou en situation normale. Simplement, ce qui change par rapport à avant l'épidémie, c'est que là, la totalité des pays de l'Union européenne sont exactement dans les mêmes difficultés. Et que donc, du coup, les rigidités qui pouvaient être observées ici ou là, et notamment dans les instances communautaires, vont sans doute être contraintes d'évoluer. Il y en a quand même qui se sont mieux réformés que d'autres, en particulier l'Allemagne, et qui ont des réserves que nous n'avons pas. Oui, mais j'ai entendu dire aussi que Mme Merkel considérait que les critères qu'elle imposait aux autres étaient demain plus souples, et notamment l'histoire des 3% de dette. Enfin, les Corona Bonds, c'est pas encore, elle les a pas encore accordés aux demandes du président de la République. Tous les pays sont concernés, c'est-à-dire que l'Union ne sera pas un gendarme sur la Grèce comme elle l'était hier, ou sur l'Espagne, ou sur l'Italie. L'ensemble des pays vont être confrontés à la même chose, parce que bien sûr, vous avez raison, il y a une question de souveraineté. Enfin, il y a une question aussi de maintenir un pays en situation potentielle de redémarrer. Oui, mais c'est là où il y a des choix. Vous qui êtes un défenseur des libertés publiques, à partir du moment où vous voulez faire redémarrer l'économie, il faut empêcher également un rebond épidémique. Or, le rebond épidémique, la meilleure manière de l'empêcher, c'est de faire de la géolocalisation et du tracking comme l'ont fait les Asiatiques. On va devoir choisir entre des modèles de société bien différents. Alors moi, je ne suis pas prévisionniste. Ce que je sais, c'est que je ne voudrais pas être M. Castex, qui est ce haut fonctionnaire que le Premier ministre a nommé pour préparer la sortie du confinement. Parce que là, pour le coup, l'état d'urgence sanitaire est assez comparable à l'état d'urgence antiterroriste auquel j'avais pu participer quand j'étais président de la commission des lois de l'Assemblée ou garde des Sceaux. C'est brutal de rentrer dans un état d'urgence, c'est toujours beaucoup plus difficile d'en sortir. Et donc, effectivement, demain, le déconfinement, est-ce qu'il sera global? Est-ce qu'il sera par tranche d'âge? Est-ce qu'il sera par région? La Bretagne, qui semble être préservée pour le moment de l'épidémie, on peut se dire nous serons parmi les premiers déconfinés, mais le risque alors, si nous étions parmi les premiers déconfinés, c'est peut-être de faire arriver la vague, ouais. Justement, pour le moment, n'est pas arrivé. Donc, vous savez, Mendes France, on cite toujours dans ces cas-là, et il est évidemment de bonne réputation, on disait que gouverner, c'est choisir. Ça ne l'a jamais été aussi dur qu'aujourd'hui. Jean-Jacques Urvoas, je vous remercie et on se retrouve demain avec un nouvel invité sur TVO et TV Sud. À très vite.